Merci beaucoup, Monsieur l'administrateur, Monsieur le directeur général de la Fondation de la mémoire de la Shoah. Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, il est des circonstances politiques, il est des moments historiques qui exigent de nous de la simplicité et de la franchise. Des temps où l'on doit se dire les choses franchement et simplement en se souvenant de ce qui nous a fait historiennes et historiens. Je veux dire sans doute aussi le sens d'un combat, d'un beau combat. Alors, au moment d'accueillir le professeur Jan Gros à cette tribune, au moment de lui dire au nom du Collège de France, c'est-à-dire en fait en notre nom à tous, combien nous sommes fiers et honorés de sa présence, combien sa parole et son engagement nous engagent à notre tour, combien, au fond, nous sommes avec lui et avec tous ceux qui, derrière lui, sont ensemble à définir cette nouvelle école polonaise. En ce moment donc, j'aimerais donc pouvoir me contenter de dire ceci. Merci pour vos livres, pour votre œuvre, pour votre beau combat. Ce combat, c'est celui de la vérité, et voici pourquoi nous sommes si heureux de vous écouter dans le cadre du colloque international la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah, qui a commencé à l'EHESS ce matin et se poursuivra demain, parce que ce colloque donne à voir la vigueur, l'inventivité, le courage d'une historiographie renouvelée. Je dirais qu'elle l'expose à un public français, qu'elle le donne à voir et qu'elle le met en danger, et c'est normal, mais ce beau danger, effectivement, est le nôtre. Nous savons les pressions qui s'exercent sur vous, et voilà pourquoi, au-delà de la très haute figure historique que nous accueillons aujourd'hui, c'est d'un portrait de groupe que nous aimerions, au fond, parler, en disant simplement « ce combat est notre combat, car il est celui de la définition même d'un nous européen qui ne peut se bâtir que sur un rapport de vérité face au passé. Car en Europe, rien de durable ne peut politiquement se construire sur la rancœur, sur l'oubli ou le ressentiment. Il ne me revient pas de dire l'importance des travaux de Jan Gros dans l'historiographie contemporaine que Jean-Charles Zurek va développer dans quelques instants. Permettez-moi juste de retenir une seule chose du beau portrait qu'Annette Wieworka, que je salue, vous a consacré dans le dernier numéro de la revue L'Histoire. Voilà pourquoi je disais nous, notre partenaire de cette rencontre. Au début des années 60, vous aviez créé, avec vos copains de lycée, avec Adam Michnik, un club des chercheurs de contradiction. Alors disons simplement que nous souhaiterions faire partie de ce club des chercheurs de contradiction, car parler franchement, parler simplement, parler vrai, ce n'est pas renoncer à cette quête qui nous fait, encore une fois, historiennes et historiens, la recherche des contradictions. Bien au contraire, c'est exercer son métier d'historien ou simplement de citoyen, et trouver dans l'Europe peut-être son legs le plus précieux, son inquiétude d'être au monde. Michelet décrivait dans son journal ainsi son collègue au Collège de France, Adam Mickiewicz, figure fine mais toute sauvage, perdue dans des flots de barbe et de cheveux, parole élancée. Alors élancer une parole fine et sauvage pour trouver les contradictions à l'œuvre dans notre passé d'Européens, voilà la tâche de l'historien et voilà pourquoi nous vous remercions d'être là, cher Jan Gros, à l'invitation de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que je remercie également en passant la parole à son directeur général, M. Philippe Allouche. Mesdames et messieurs, cher Patrick Boucheron, cher Jan Gros, c'est pour moi et pour la Fondation pour la mémoire de la Shoah un grand plaisir et un honneur d'accueillir aujourd'hui le professeur Gros pour cette conférence exceptionnelle. Je rappelle qu'elle s'inscrit dans le cadre du colloque consacré à la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah qui se tient aujourd'hui et demain à l'école des hautes études des sciences sociales. J'en profite pour saluer à nouveau les organisateurs et les participants qui sont présents ici ce soir. Je tiens à remercier particulièrement les équipes du Collège de France pour leur accueil chaleureux. Ce partenariat entre le Collège et la Fondation n'est pas le premier en date, puisque nous avons déjà eu le plaisir d'organiser ici plusieurs conférences,
notamment un cycle Déportation et génocide en 2007, la conférence d'un autre grand historien, Christopher Browning, en 2011, et un cycle Littérature et Shoah en 2013. La conférence de cet après-midi est organisée également en partenariat avec le magazine L'Histoire, et je salue Valérie Hanin, sa directrice de rédaction. Voilà pour ce qui est des remerciements d'usage, qui n'en demeurent pas moins sincères. Je laisse le soin à Jean-Charles Schurek d'introduire notre éminent conférencier. Je voudrais juste ajouter quelques mots très rapides sur notre vision des rapports entre histoire et mémoire. Depuis sa création, il y a 19 ans, la Fondation pour la mémoire de la Shoah soutient la recherche historique et la diffusion de ce savoir. C'est pour nous essentiel, car nous sommes persuadés, comme l'était Simone Veil, notre première présidente, que le travail de mémoire doit absolument s'appuyer sur la rigueur historique. Il doit intégrer l'histoire dans sa complexité, avec, et ce n'est pas un cliché, ses pages d'ombre et de lumière. En France, nous rappelons la honte de la collaboration et l'horreur de la déportation. Mais nous tenons aussi à rappeler, dans le même temps, que les 3/4 des Juifs de notre pays n'ont pas été déportés, notamment grâce à l'action des Justes et des Anonymes. Pour ce qui concerne la Pologne, et comme je l'ai dit ce matin en ouverture du colloque, je reste pour ma part persuadé que le travail de mémoire amorcé depuis plusieurs années saura résister aux secousses politiques actuelles, notamment grâce au travail d'historiens qui, à l'instar de Jan Gross, nous aident à poser un regard lucide sur un passé complexe et particulièrement douloureux. Je vous remercie. Cher Yann, il va de soi qu'une rencontre organisée autour de la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah n'aurait pu avoir lieu sans toi. J'en ai déjà parlé abondamment ce matin dans la conférence introductive, et je vais y revenir un tout petit peu, mais c'est l'évidence. Nous nous connaissons depuis plus de 50 ans. Nous nous sommes croisés ici ou là, étudiants à Varsovie, puis chercheurs loin de Varsovie. Chercheurs des mêmes problématiques, le monde communiste, les Juifs sous l'occupation. Ton travail est devenu l'emblème d'une révolution historiographique. Tu as initié des travaux historiques, de sciences sociales, qui ont donné corps à la mémoire juive dans le domaine des relations judéo-polonaises. Je veux dire par là que les survivants, les survivants juifs, surtout ceux qui ont survécu dans les territoires polonais même, dans le gouvernement général principalement, et non ceux qui avaient survécu en Union soviétique, savaient, au niveau individuel, combien pouvait être dangereuse la proximité avec des paysans polonais. Pas de tous les paysans, bien sûr, jamais de tous les paysans. Donner corps, cela veut dire que, grâce à tes recherches et grâce au savoir auquel elles ont donné lieu, la mémoire juive est sortie de l'espace individuel des individus, pour devenir collective. On l'a vu l'an dernier en Israël, où une masse d'anciens déportés s'est levée contre la loi polonaise de 2018 qui entendait pénaliser les chercheurs, loi qui a soulevé une levée de boucliers dans le monde entier et en France aussi. Une protestation collective en Israël aussi importante n'aurait pas été possible sans le passage de la mémoire à l'histoire, sans ton travail et celui de nos collègues polonais ici présents. Je dirais que tu es reconnu dans le monde entier, mais attaqué en Pologne même, durement attaqué. Contesté, y compris par tes propres amis, qui ne comprennent pas que ce qui te meut, c'est la quête toute simple de la vérité. Comme on dit en allemand, wie es eigentlich gewesen war. À toi.
Monsieur l'administrateur, monsieur le directeur, chers amis, messieurs, dames, professeur Boucheron, Jean-Charles, je suis vraiment très ému de cette réception chaleureuse et je vous suis reconnaissant de tout mon cœur de m'avoir invité de parler dans ces murs augustes. J'appartiens au groupe des baby boomers, la génération d'après-guerre née entre 1945 et 1947. En Europe de l'Est, cela signifie aussi que nous sommes la première cohorte du XXe siècle à ne pas avoir fait l'expérience directe de la pleine puissance du totalitarisme. L'occupation de la région par les nazis a pris fin avant notre naissance et compte tenu du fait que les régimes communistes se sont adoucis dans les 2 ou 3 années suivant la mort de Staline en mars 1953, les brutalités staliniennes ne nous ont pas non plus affectés parce que nous étions trop petits. Dans mon cercle d'amis, la sensation de sécurité due à l'heureuse coïncidence d'être né après la guerre, ainsi que la conviction que les idéaux et la pratique du socialisme pourraient prendre progressivement la forme harmonieuse d'un socialisme à visage humain, nous a donné l'impulsion, alors que nous étions encore au lycée, de fonder, ça a été déjà énoncé ici, un club de discussion. Je sais que cela peut sembler risible, mais la défense active de la liberté de parole sous les régimes autoritaires qui en nient le droit consiste avant tout en actes de parole. De fait, nous sommes rapidement devenus suffisamment dérangeants aux yeux du régime, qui se consacrait alors à étouffer les demandes de libéralisation formulées simultanément par différents milieux de l'intelligentsia polonaise, pour que nous soyons convoqués à des interrogatoires par la police secrète et contraints de mettre un terme à notre club de discussion. Pour mes amis et moi, qui avons commencé à discuter de politique et d'histoire au début des années 60, le grand moment de vérité a eu lieu en 1968, durant les événements de mars, comme on les désigne à présent. Dans le contre-coup de la guerre des 6 jours au Moyen-Orient, en juin 1967, au cours de laquelle les États satellites de l'Union soviétique, l'Égypte et la Syrie, ont subi une humiliante défaite, les pays du bloc soviétique ont rompu les relations diplomatiques avec Israël et déployé une propagande antisioniste. En Pologne, la police secrète a transmis au premier secrétaire du Parti communiste, un certain Władysław Gomułka, des témoignages exagérés affirmant que des Juifs, y compris au sein même du parti, s'étaient réjouis de la victoire israélienne. Gomułka, connu pour son tempérament explosif, a été pris de fureur. Et à la première occasion, au cours d'un congrès national des syndicats, il a prononcé un discours incendiaire dénonçant l'existence d'une 5e colonne sioniste et invitant à quitter les pays tous ceux qui, selon ses mots, estimaient qu'Israël était davantage leur mère patrie que la Pologne. Durant les événements de mars et les mois suivants, la police secrète avait peut-être pulvérisé les milieux étudiants et intellectuels, notamment en envoyant des individus en prison et en exil au passage, comme ce fut mon cas. Mais ceux que le régime reçut pour sa peine étaient de mauvais augure. Une vague de médiocrité se déploya à travers les postes universitaires. Des carriéristes cyniques firent pression pour accélérer l'accès aux promotions dans l'administration et de mauvais journalistes déguisèrent leur antisémitisme en antisionisme et devinrent ainsi les enfants chéris de la propagande du parti. Dans la littérature scolaire relative au socialisme réel, un tel phénomène est parfois désigné par le terme de
mécanisme de sélection négative. Tout cela n'augurait rien de bon pour le futur du régime. Voilà le contexte personnel dans lequel est née ma curiosité pour ceux qui poussent une société à résister aux institutions répressives et à sauvegarder sa liberté. Dans une certaine mesure, c'est ce que nous avions fait, mes amis et moi, lorsque nous étions étudiants à Varsovie. Et il m'est venu à l'idée que l'histoire de la résistance polonaise contre l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale représenterait un cas très instructif quant à la façon dont une telle chose a pu être réalisée à grande échelle. C'est cela qui m'a amené à choisir comme sujet de thèse de doctorat, lorsque j'ai émigré aux États-Unis, la société polonaise sous l'occupation allemande, le gouvernement général, 1939-1944. À l'époque où je terminais mes études, les sciences sociales se chevauchaient déjà. Bien que cela n'ait pas été une pratique très répandue, je suis passé d'une discipline à l'autre sans soulever trop d'objections. Ainsi, après avoir enseigné dans les départements de sociologie des universités de Yale et Emory, et ensuite dans le département des sciences politiques de New York University, j'ai été embauché à Princeton dans le département de l'histoire. Et pourtant, intellectuellement, je n'ai pas bougé d'un pouce. J'ai continué à écrire et à effectuer des recherches de la même façon que je l'avais toujours fait. Ce qui se passait, c'était que les frontières disciplinaires étaient en train de bouger. J'avais l'impression que ma carrière ressemblait à l'expérience des habitants de la Ruthénie transcarpatique du XXe siècle, tout en restant strictement au même endroit, avaient cependant réussi l'exploit de changer 4 ou 5 fois de citoyenneté au cours de leur vie. Bon mot mis à part, mon apprentissage en sociologie m'a appris un principe fondamental. Les phénomènes sociaux, ou si vous préférez, les faits de terrain, ne se produisent pas de façon isolée. Certes, cette idée n'a rien de sorcier, mais lorsqu'elle est instillée assez tôt dans l'imagination d'un étudiant, elle définit la façon dont celui-ci questionne le monde. Il ou elle apprend que quelque assertion que ce soit d'un fait social renvoie implicitement à un récit plus complexe, parce que ce fait limite automatiquement la portée des autres phénomènes simultanés ou futurs qui pourraient plausiblement avoir eu lieu. Il me faut également préciser ce que j'ai compris rétrospectivement de l'impact de ma courte expérience avec les sciences physiques à l'Université de Varsovie sur la façon dont j'aborde l'étude de l'histoire. Je pense instinctivement aux matériaux historiques en termes de problèmes devant être résolus. C'est ce que les élèves de physique font chaque semaine dans leur devoir hebdomadaire. Une telle disposition d'esprit représente un bienfait tout relatif pour un historien. Après tout, ce vers quoi nous tendons et ce que nous estimons le plus dans notre discipline consiste à rédiger une histoire culminante en une vue d'ensemble d'une période historique. Après-guerre de Tony Judd en est une bonne illustration. Ou la synthèse d'un phénomène historique, tel que le diptyque de Scholl Friedlander, les années de persécution, l'Allemagne nazie et les Juifs, suivies des années d'extermination. Moi, je serais incapable de faire quoi que ce soit de comparable. Je peux dire avec satisfaction que rien de ce que j'ai écrit dans ma thèse, La société polonaise sous l'occupation allemande, publiée il y a 40 ans, ne me fait rougir aujourd'hui. Ce qui me fait rougir, c'est ce que j'ai omis d'écrire. Il n'y a rien dans le livre, ou pour être exact, en tout 1 page et demie, au sujet des Juifs. Et je n'avais même pas l'impression de passer à côté de quoi que ce soit, puisque le standard historique de l'époque, qu'il s'agisse d'écrire au sujet de la Pologne, de la France,
de la Hollande ou de n'importe quelle autre société européenne sous l'occupation consistait à laisser de côté tout ce qui concernait les Juifs. Il s'agissait d'un sujet différent, pour ainsi dire, un champ de spécialisation distinct. Et il revenait à une équipe différente de savants d'écrire sur ce sujet. À l'époque, parmi mes professeurs, tous des européanistes distingués, parmi lesquels un éminent historien de la Pologne moderne, aucun n'a posé la moindre question relative à cette omission. Aujourd'hui, lorsque je repense à l'écriture de ce livre, je réalise que je n'avais pas beaucoup de travail de composition à effectuer pour construire un récit de cette façon. Il existait deux collections majeures d'archives à Londres, l'Institut du général Sikorski et le Fonds d'études de la Pologne clandestine, où je me rendais pour effectuer mes recherches. J'ai passé de nombreux mois enfouis dans des documents fournis par l'État polonais clandestin, dans lesquels il ne m'arrivait que rarement, et généralement seulement dans une annexe, de trouver davantage qu'une brève référence aux Juifs. L'État polonais clandestin, Państwo Podziemne, était à toutes fins utiles une entité définie par l'ethnicité plutôt que par la citoyenneté. Le gouvernement exilé à Londres était également et institutionnellement une continuation de l'État polonais. Mais ses actions dans son pays d'origine, sa façon d'allouer les ressources, les nombreuses organisations qu'il engendrait, ainsi que sa rhétorique, car il y avait un grand nombre de publications clandestines, négligeaient un tiers de citoyens de la Pologne d'avant-guerre, les soi-disant minorités ethniques. Après la publication de ma thèse, je me suis lancé dans un autre projet inspiré par une découverte faite à Hoover Institution en Californie, où j'ai tombé sur des fichiers dans des boîtes en carton jamais ouverts. J'ai trouvé là des milliers d'entretiens conduits par le Bureau historique de l'armée polonaise dans l'Est, connu sous le nom de l'armée Anders, d'après le nom de son commandant général, Władysław Anders. Cette armée était constituée de citoyens polonais libérés des camps soviétiques après que l'URSS a été attaquée par l'Allemagne nazie en juin 1941. Permettez-moi de vous rappeler brièvement qu'en septembre 1939, Pologne fut attaquée, en effet, par deux de ses voisins. Premièrement, par l'Allemagne nazie de Hitler et 2 semaines suivantes, par l'Union soviétique de Staline. Et en effet, Hitler et Staline, pendant les premiers 20 mois de la guerre, étaient liés d'un pacte d'amitié qui est connu dans la littérature comme pacte Ribbentrop-Molotov. Ce sont les noms de ministres étrangers, des affaires étrangères de l'Allemagne et de l'Union soviétique dans ce temps-là. Le plus important effet de ce pacte était le couper de la Pologne en deux moitiés, dont l'une était occupée par l'Allemagne nazie, l'autre par les soviétiques. Ces témoignages m'ont fourni une matière très riche, et en dépit des lacunes, je suis parvenu à écrire une monographie intitulée « Révolution de l'étrangère » sur le régime soviétique de l'occupation de Pologne de l'Est, qui a été publiée en 1988. En apparence, il s'agissait d'un pas de côté par rapport à mon intérêt premier pour l'occupation allemande de la Pologne, m'emmenant plus loin encore de ce que j'avais omis dans ma première monographie, c'est-à-dire ce qui était arrivé aux Juifs, un sujet qui commençait à me préoccuper de plus en plus. Toutefois, il s'est avéré que je n'aurais pas pu planifier plus prudemment le déroulement de mes investigations dans l'histoire de la guerre en Pologne. Lorsque mon livre « Les voisins » a été publié sur le meurtre de Juifs dans la bourgade de Jedwabne par leurs concitoyens catholiques polonais, la ligne principale de rejet de la part des historiens, des journalistes, des experts patriotiques consistait à soutenir que je présentais l'histoire hors de son contexte parce que la ville de Jedwabne se trouvait dans la zone d'occupation soviétique jusqu'en juin 1941 et que les Juifs de la région étaient donc coupables de collaboration avec les Soviétiques.
Si je n'avais pas écrit Revolution from Abroad, Révolution d'étrangers, et également publié en collaboration avec mon épouse 2 volumes réunissant des documents relatifs à cette période, j'aurais été perdu. Au lieu de cela, contrairement à mes opposants qui répétaient des clichés au sujet des Juifs et du communisme, lesquels étaient, pour commencer, historiquement incorrects, je disposais d'une bonne connaissance de la littérature et des sources pertinentes que j'avais étudiées lorsque j'ai préparé les livres au sujet de l'occupation soviétique de la Pologne. Tout ce temps, en faisant des recherches et en écrivant sur le pouvoir soviétique entre 1939 et 1941, j'avais lu de nombreux documents au sujet de la situation des Juifs polonais sous l'occupation allemande. Il devenait clair à mes yeux que les relations judéo-polonaises durant la guerre avaient été bien plus tendues, bien pires à tout point de vue que ceux que les érudits polonais voulaient bien admettre. Pour moi, l'élément décisif a été le recueil de documents intitulé Ten jest ojczyzny mojej, Il est de ma patrie, publié en 1969 par le professeur Władysław Bartoszewski, lui-même un historien d'une parfaite intégrité intellectuelle et courageusement impliqué dans la guerre, dans les activités du comité d'aide aux Juifs Żegota. Il était aussi un des participants principaux dans la conférence dont nous célébrons cette année le 15e anniversaire. Il ouvrait la conférence à Paris en 2005. Il s'agissait d'un volume de témoignages juifs recueillis auprès des survivants immédiatement après la guerre. Tous ces témoignages, plus que 7000 survivants ont laissé leurs témoignages dans ces temps-là, sont conservés dans les archives de l'Institut historique juif de Varsovie. Le but de cette publication était de documenter la façon dont les Polonais avaient porté assistance aux Juifs durant la guerre. Et bien sûr, tous les témoignages publiés dans les livres avaient une fin heureuse. Ils provenaient, après tout, de survivants. Mais ce qui était arrivé à ces Juifs avant qu'ils ne tombent enfin sur quelqu'un qui les aide à se cacher jusqu'à la fin de la guerre était effroyable. Une longue série de trahisons provenant souvent de personnes qu'ils avaient connues avant la guerre. Si ceci constituait la meilleure preuve qui pouvait être produite en faveur de la bienveillance, de la bonne volonté et de l'assistance des Polonais, je frissonnais à l'idée que milliers de témoignages restant dans les archives pourraient révéler. Et lorsque j'ai enfin pu retourner en Pologne, après 1989, et que je suis allé à l'Institut pour lire ces archives, mes pressentiments ont été confirmés. C'est là-bas que j'ai trouvé, parmi d'autres, le témoignage de Shmuel Wasserstein à propos de Jedwabne. Je n'ai jamais aimé l'explication couramment donnée à ce qui s'est produit entre les Polonais et les Juifs durant la guerre. L'argumentation selon le thème de « nous avions peur d'aider les Juifs à cause de la férocité de la répression allemande » manque d'emblée de conviction compte rendu du fort engagement qu'on pourrait même qualifier de téméraire des Polonais dans des activités clandestines dirigées contre l'occupation nazie. L'État polonais anti-nazi clandestin constituait l'entreprise la plus solide de son genre dans toute l'Europe occupée. Dans ce contexte, l'argument « les Polonais n'ont pas fait ceci ou cela parce qu'ils avaient peur » me semblait tout à fait irrecevable. Mais il y avait encore bien d'autres choses qui ne collaient pas avec cette prétendue explication. Par exemple, comment pouvait-on comprendre un autre phénomène bien connu? L'hostilité universelle à l'égard des Juifs dans la Pologne d'après-guerre. Si l'argument « les Polonais n'ont pas aidé les Juifs parce qu'ils avaient peur » était vrai, n'aurait-il pas dû y avoir, après la guerre, un moment de deuil et d'introspection parmi les Polonais concernant cette calamité monstrueuse que les Juifs avaient subie?
et les gens que leur propre peur avait soi-disant empêché d'aider d'autres êtres humains exposés à un danger mortel, n'auraient-ils pas dû accueillir chaleureusement les rares d'entre eux qui étaient parvenus, contre toute attente, à revenir chez eux et les couvrir d'affection, tout en partageant leur douleur d'avoir perdu leur famille et leurs proches? Dans la réalité, les survivants isolés revenus dans leur ville et dans leur village en étaient d'habitude accueillis par un décourageant « Ainsi donc, tu es toujours vivant ». Et s'ils avaient de la chance, ils se sont vus conseiller discrètement de partir, sans quoi, leur a-t-on dit, ils risquaient d'être tués. Et beaucoup en étaient tués. Tandis qu'avant-guerre, plus de 2 millions de Juifs vivaient dans des petits villages, des shtetl en Pologne. Après la guerre, les survivants juifs ne pouvaient plus résider dans une sécurité relative que dans quelques-unes des villes les plus importantes. Pourquoi des Polonais qui, malgré tant d'obstacles, avaient caché et aidé des Juifs durant la guerre, étaient-ils ensuite effrayés à l'idée de révéler leur noble action, de peur que leurs voisins les ostracisent, sinon pire, pour ce qu'ils avaient fait? N'auraient-ils pas dû plutôt, si c'était bien la peur qui avait retenu les Polonais d'aider les Juifs durant la guerre, n'auraient-ils pas dû plutôt être célébrés comme des héros au sein de leur communauté? Pourquoi était-ce une pratique courante, alors que l'occupation était déjà finie, que ceux qui avaient caché les Juifs supplient leurs protégés de ne révéler à quiconque l'identité de leur sauveur? Mais les événements de Jedwabne allaient au-delà de ce que j'imaginais possible. Même si j'avais en 1990 une très bonne connaissance de la période de la guerre, quand je suis enfin venu à bout de l'histoire des meurtres de Jedwabne, j'ai été médusé en réalisant que les tueries des Juifs par leurs concitoyens catholiques s'étaient déroulées d'une façon très proche de celle décrite par Shmuel Wasserstein dans son témoignage. Et je n'étais pas le seul à être choqué, même parmi les spécialistes du sujet. Avant que ne débute un débat acrimonieux au sujet des voisins, j'ai appris d'un historien polonais spécialisé dans la Seconde Guerre mondiale, et qui devait ensuite devenir l'un de mes opposants les plus féroces, mais aussi d'Israël Gutman, l'historien en chef de Yad Vashem à l'époque, qu'ils étaient tous les deux choqués par le compte-rendu de la tuerie de Jedwabne, parce qu'elle ne correspondait pas à ce que chacun d'eux connaissait de cette époque. Dans l'histoire de Jedwabne, il y avait, si je puis m'exprimer ainsi, un trop-plein à plusieurs titres. Pour commencer, pour un épisode de meurtre indigène perpétré par des locaux, le nombre des victimes, comme celui des malfaiteurs, était stupéfiant. La façon dont les meurtres avaient été commis, plus précisément l'effort délibéré de réunir tous les Juifs vivant dans la ville, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées, était également un élément nouveau. Les historiens avaient connaissance de meurtres de masse auxquels la population locale avait participé, mais pas en Pologne centrale, mais uniquement dans les aires multiethniques, plus à l'est, et dans lesquelles étaient également impliqués des Ukrainiens et des Lituaniens. En somme, il y avait quelque chose de radicalement nouveau dans cet événement, même pour des gens qui connaissaient et avaient eux-mêmes apporté une contribution à l'historiographie de la Shoah. Écrire les voisins, une tâche relativement simple du point de vue de métier d'historien, dans la mesure où il s'agissait d'une histoire nettement circonscrite, reposant sur un nombre limité de sources, avait été émotionnellement et intellectuellement très difficile. Je m'inquiétais également de savoir si je parviendrais à trouver un éditeur en Pologne. Cela me troublait parce que j'étais persuadé que le livre devait paraître en polonais avant de voir le jour dans la langue anglaise.
J'ignorais alors quelle réaction provoquerait la révélation des meurtres de Jedwabne, et je n'anticipais certainement pas le débat national qui ferait rage à la sortie du livre durant plusieurs mois et dans tous les médias. Mais je pensais que le public polonais, que celui-ci soit limité uniquement aux chercheurs ou non, devait avoir l'occasion de tirer des enseignements et de discuter du contenu du livre avant quiconque. Finalement, j'ai envoyé le manuscrit à un ami, Krzysztof Czyżewski de la fondation Borderlands, qui a compris l'importance du livre et l'a rapidement fait paraître. Écrire les voisins et méditer à la lumière des événements de Jedwabne sur la signification de ce qui est arrivé aux Juifs en Pologne durant la guerre posait un double dilemme. Le premier problème était de comprendre comment les historiens de la période de la guerre avaient pu passer si longtemps à côté de l'histoire du massacre de Jedwabne. La publication après mon livre de 2 volumes d'essais et de documents par l'Institut de la mémoire nationale et intitulé Wokół Jedwabnego, autour de Jedwabne, qui était le résultat de l'investigation polonaise officielle des meurtres de Jedwabne, rendait cette question encore plus saisissante. Résumant les découvertes de l'équipe de chercheurs qui avaient étudié le sujet, les éditeurs écrivaient dans la préface que Jedwabne n'était qu'un épisode parmi d'autres dans une effervescence de tueries ayant duré 2 ou 3 mois, durant lesquels des voisins polonais n'avaient cessé d'assassiner les Juifs dans environ 2 douzaines de villages dans la région de Białystok. Ces actes de violence étaient commis au vu et au su de tous. Tout le monde dans les alentours savait ce qui se passait, et beaucoup y participaient directement. Cela signifie qu'il y avait des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui étaient personnellement au courant de ces événements. Et cette connaissance des faits demeurait vivace dans les communautés locales après la guerre. Elle a été transmise d'une génération à l'autre. Les journalistes qui ont visité la région en l'an 2000, avant que cette histoire ne devienne un élément central du débat national, ont découvert que même les jeunes étaient bien informés au sujet des meurtres et savaient que les locaux en étaient responsables et non les Allemands. Et pourtant, rien de ceci n'avait été intégré à l'historiographie de la période. Il est quelque peu décevant, je dois l'admettre, que les membres de la profession historienne en Pologne n'avaient pas médité depuis sur les raisons pour lesquelles il en a été ainsi. Ce sujet attend encore, je suppose, un doctorant ambitieux. En second lieu, j'étais abasourdi d'avoir moi-même ignoré si longtemps la complicité de la population locale dans la persécution des Juifs polonais durant la guerre. J'ai eu une relation merveilleusement ouverte avec mes parents. Nous parlions de tout, particulièrement avec ma mère qui était une personne brillante, raffinée et extrêmement spirituelle. Comment pouvait-elle ne pas m'avoir informé de l'intense corruption morale de la population polonaise durant l'occupation, telle qu'elle s'était manifestée dans l'hostilité meurtrière et répandue contre les Juifs, me demandai-je. Après tout, cela la concernait intimement. Son premier mari avait été dénoncé comme juif et tué en 1943. Et ensuite, après qu'elle a rencontré mon père, lui aussi un juif assimilé, ils avaient à nouveau dû se torturer l'esprit pour le garder en sécurité. Mais au-delà du souci personnel des hommes qu'elle aimait, ma mère avait de bonnes raisons d'être au courant de ces faits. Il travaillait comme courrier au bureau de l'information et de la propagande de l'armée du pays, AK, pendant la guerre. Son premier mari, Stanisław Wertheim, avait été l'un des éditeurs d'un bulletin interne intitulé « Information actuelle », qui communiquait des informations sociales et politiques provenant de toute la Pologne occupée.
à l'état-major de l'armée du pays. Par conséquent, ma mère était très bien informée de ce qui se passait dans la société polonaise durant l'occupation. Pourquoi, me demandai-je, n'était-ce pas d'elle que j'avais appris ce qui m'avait pris plus tard des dizaines d'années de recherche et de réflexion? Elle devait savoir ce qui se passait. Ou peut-être que non. Parce que si elles avaient su, cela l'aurait profondément bouleversée. Et nous en aurions parlé ensemble à la maison, pensais-je. La période de guerre était un sujet fréquent de conversation entre mes parents et les amis qui leur rendaient visite. Dans les pays du bloc soviétique, les restaurants étaient à la fois chers et épouvantables. Et les gens préféraient généralement se retrouver à la maison, tandis que je traînais dans la salle à manger en écoutant leurs conversations. Et cette question, la question de ce qui est arrivé aux Juifs pendant la guerre, cette question, j'en suis sûr, n'a jamais été abordée. Il était trop tard pour questionner l'un ou l'autre de mes parents, puisqu'ils étaient tous deux décédés lorsque j'ai commencé à m'interroger sur ce sujet. Alors, à la recherche d'une réponse, j'ai décidé de découvrir ce que les autorités de l'État clandestin savaient des meurtres de masse de Juifs par leurs voisins polonais à l'époque où ces atrocités avaient été commises. Il s'est avéré très facile de répondre à cette question, grâce, une fois encore, à l'investigation des meurtres de Jedwabne commanditée par l'Institut de la mémoire nationale en 2001. Dans le second volume de Wokół Jedwabnego, autour de Jedwabne, une section intitulée « Documents de l'État clandestin polonais sur la situation dans la région de Białystok après le 22 juin 1941 » contient des rapports au sujet des meurtres de Juifs de Podlasie par leurs voisins. D'après ces documents, il est clair que le commandement de l'armée du pays, Armia Krajowa, et la direction de l'État clandestin avaient connaissance en temps réel des massacres des Juifs par leurs voisins polonais. Mais il n'y a aucune preuve, ni dans la correspondance secrète, ni dans la presse clandestine, que le sujet ait été traité d'une façon quelconque. Comment était-il possible qu'une telle vague de crimes contre des citoyens polonais, commis sur une longue période par de si nombreux Polonais, n'ait pas éveillé de curiosité, sans parler de provoquer une réponse vigoureuse de la part des autorités clandestines polonaises? Après tout, l'État clandestin considérait la protection de la population contre les effets dégradants de l'occupation nazie comme l'une de ses premières responsabilités. Et qu'est-ce qui pouvait être plus débilitant que de rejoindre les nazis dans les tueries de concitoyens polonais? Dans La peur, le livre que j'ai publié après Les voisins, j'ai consacré un chapitre entier à des réflexions sur ces questions. Et j'ai compris que l'intelligentsia polonaise avait exclu de son récit sur l'histoire tragique de la période de la guerre en Pologne ce qui s'était produit dans les couches inférieures de la société, parce que la distance sociale entre les élites d'une part et d'autre part les paysans et aussi les juifs avait un effet aveuglant. Une conscience aiguë des différences de classe, ainsi qu'une mentalité résiduelle de l'époque où la noblesse était encore la classe dominante de la société, était profondément inscrite dans la façon de penser des Polonais tout au long des années de l'entre-deux-guerres. Même les cercles progressistes de l'intelligentsia n'étaient pas à l'abri de cette mentalité. Je précise. Dans la mesure où le drame de l'expérience de guerre était immergé dans un riche mélange symbolique, rappelant l'histoire datant du XIXe siècle, de la perte de l'indépendance de la Pologne et des soulèvements nationaux, tout ce qui était lié à la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale constituait un territoire sacré, réservé à l'élite de la nation. Autrefois, c'était une province de la noblesse.
À présent, la destinée tragique du pays, forgée dans le creuset de la Seconde Guerre mondiale, avait choisi l'intelligentsia comme acteur principal. Il s'agissait bien sûr de la dernière grande tournée de l'intelligentsia sur la scène historique, où elle jouait à la fois le héros, en tant que dépositaire de l'éthos patriotique et comme architecte de la résistance en temps de guerre, la victime, puisque les occupants soviétiques et nazis avaient pris l'intelligentsia pour cible d'une répression particulièrement sévère, le narrateur des événements en cours, grâce aux auteurs des publications clandestines, et enfin l'interprète de l'expérience, son gardien et son historien. Dans de telles circonstances, il n'y avait donc rien de surprenant au fait que les événements ayant eu lieu entre juifs et paysans aient été relevés par les rapporteurs clandestins, mais seulement comme des événements locaux, sans davantage importance. De telles occurrences ne méritaient pas d'autres considérations. Par définition, ce qui se passait en bas, c'est-à-dire entre les gens du peuple et les juifs, ne méritait pas d'entrer dans le récit producteur de mythes des combats héroïques et des victimes de la Pologne en temps de guerre. Il existait, bien sûr, une connaissance locale des événements qui ne s'est jamais éteinte, comme l'ont découvert les journalistes visitant Jedwabne 60 ans après les meurtres des Juifs de la région. Mais le grand public ne pouvait pas traduire ces informations éparses au sujet d'événements locaux en connaissance de l'époque. C'est, en tout cas, la conclusion à laquelle je suis arrivé, et je n'ai jusqu'ici pas entendu de meilleure explication de cette omission flagrante. Mais à présent, l'eau a coulé sous les ponts, puisque les historiens affiliés au Centre pour la recherche sur la Shoah de l'Académie polonaise de sciences, qui sont présents ici dans cette salle, ne cessent depuis 2003 de publier des livres et des articles méticuleusement documentés, décrivant en détail la complicité de la population locale dans les meurtres et le pillage de leurs voisins juifs. Il s'agit d'un progrès étonnant, unique à la Pologne parmi tous les pays situés à l'est de l'Allemagne et dans lequel résidaient avant la guerre 90 de tous les juifs tués dans la Shoah. Aujourd'hui, l'histoire de la Shoah en Pologne est écrite par un grand nombre d'historiens, d'anthropologues, de psychologues sociaux, d'historiens de la littérature, que sais-je encore. Près de 30 ans après que le pays a regagné sa pleine souveraineté, une part majeure de son passé, désavouée 6 décennies durant, est en train d'être réappropriée par des chercheurs. En apparence, il n'y a plus aucun obstacle à ce qu'elle soit remise à sa juste place dans le courant dominant de l'histoire polonaise du XXe siècle. J'aimerais terminer sur cette remarque ma conférence aux allures de confession. Et cela aurait été une bonne fin il y a 10 ans, voire 5 ans peut-être. Mais la révélation du meurtre de Jedwabne et son entrée dans le discours public ont déclenché, en plus d'un foisonnement historiographique de premier ordre sur la Shoah en Pologne, une réaction vigoureuse de la part des groupes nationalistes de droite et d'une partie de la société polonaise. Un rejet de Jedwabne, que l'historien Piotr Forecki en a parlé pendant notre session du matin au sujet de son livre « Analyse avec brio » dans un livre récent. À cause des particularités du système électoral et de diverses circonstances, une coalition représentant cette partie de la population dispose depuis 2015 d'une majorité absolue au Parlement polonais et là aussi un président prêt à légaliser tout ce que l'on met sur son bureau. Parmi de nombreux autres méfaits,
le régime qui est couramment au pouvoir en Pologne est en train de détruire le cadre institutionnel de la démocratie et de contester les règles de l'État de droit en Pologne, il tente de réécrire de nombreux chapitres de l'histoire de la Pologne du XXe siècle. Par exemple, il s'efforce laborieusement d'extirper de la mémoire publique Lech Wałęsa en tant que dirigeant historique et fondateur de Solidarité, en espérant de le remplacer dans ce rôle par le frère jumeau tragiquement décédé de l'actuel leader du parti politique au pouvoir, Droit et Justice. Et dans ce programme, la révision de l'histoire des relations entre Juifs et Polonais pendant la guerre figure en bonne place. Il y a un an, le régime au pouvoir a adopté une loi pénalisant toute mention d'une complicité des Polonais dans la persécution des Juifs par les Allemands en Pologne occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et même si cette loi a été amendée sous la pression d'Israël et des États-Unis, on a parlé aussi ce matin à ce sujet, elle menace toujours des poursuites civiles ceux qui ne se plieraient pas à ce révisionnisme historique mensonger. Cela ne dissuadera pas les chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Vous les connaissez, vous les avez entendus parler ce matin. Je connais suffisamment mes collègues polonais pour en être certain. Mais cela perpétuera l'ignorance générale en faisant taire efficacement les enseignants, par exemple, ou les journalistes. Pour conclure, je voudrais partager avec vous une observation dont je n'ai pris conscience que récemment. Suite à de multiples conversations et discussions lors des conférences auxquelles j'ai participé, j'ai réalisé qu'aux yeux de la majorité des Polonais, y compris de représentants très instruits de l'intelligentsia dite libérale, la Shoah est un épisode qui a affecté quelqu'un d'autre. Je veux dire par cela que dans la perception du grand public, ou si l'on utilise un concept sociologique établi de longue date par un grand penseur français, Maurice Halbwachs, dans la mémoire collective de la société polonaise, la Shoah n'est pas comprise comme une composante de l'histoire polonaise dans son ensemble. Au contraire, elle est comprise comme quelque chose qui est arrivé à eux et non pas à nous. Et pourtant, avant que les Juifs aient été assassinés, les Allemands chassés, les Ukrainiens, les Biélorusses et les Lituaniens expulsés du territoire de la République de Pologne suite au pacte Ribbentrop-Molotov, la Pologne était un pays multiculturel et multiethnique. La polonité, c'est en fait la multitude et le pluralisme, disait le pape polonais Jean-Paul II. Il ajoutait, je cite encore, « Cette dimension de la polonité a hélas cessé d'être évidente aujourd'hui. » Fin de citation. En cherchant la réponse à la question de savoir si l'extermination de Juifs, la Shoah, est leur histoire ou la nôtre, rappelons que les Juifs habitent les terres polonaises depuis près de 1000 ans et qu'avant la guerre, la population juive comptait un tiers de la population urbaine de la République de Pologne. Selon les statistiques du Joint, dans les années 30, il y avait en Pologne 1013 localités habitées par au moins 300 Juifs. Au moins. Car dans bien des villages, les Juifs constituaient la majeure partie de la population. Il y en avait par exemple 300 000 à Varsovie. Aucune de ces 1000 localités ne peut raconter sa propre histoire en omettant l'apport social, économique, religieux ou culturel des Juifs à la vie locale. La présence, à travers des siècles des Juifs en Pologne, est enracinée dans la terre polonaise par des bâtiments des synagogues et des bains rituels, des pierres tombales dans les cimetières, des pans entiers des villes importantes, comme les quartiers de Kazimierz, de Cracovie, pour ne donner que cet exemple-là.
Les Polonais qui ne connaissent pas la longue histoire de la présence juive et de la cohabitation avec la population chrétienne ne connaissent pas ipso facto leur histoire au sens propre du terme, au sens intime. Ils ne connaissent pas l'histoire de leur propre nid, si on peut dire, à savoir l'histoire des localités dont ils sont originaires et où ils ont été élevés. Chaque musée local en Pologne où l'on n'apprend rien sur les Juifs est une preuve de l'aliénation de leurs auteurs et leurs usagers, de leur propre identité. Le poème national qui s'ouvre par « Lituanie, ô ma patrie », écrit d'ailleurs par un illustre prédécesseur, un Polonais qui a parlé dans ces murs ici au Collège de France, je parle d'Adam Mickiewicz. Le poème national polonais qui s'ouvre par « Lituanie, ô ma patrie » doit vraiment sonner comme une voix venant de la Lune pour un Polonais élevé dans l'ignorance totale de la multitude et de la pluralité de pratiquement chaque petite patrie sur le sol polonais. L'extermination des Juifs prit la forme d'une suite d'événements étalés sur plusieurs années et à ce titre inscrite dans l'expérience collective. Elle a provoqué une mobilité sociale au sein de la société polonaise et influencé de diverses manières les conditions de la vie matérielle de la population. Dans le même temps, elle a engagé la conscience des Polonais. Des centaines de milliers de gens confrontés à des crimes affreux ont été obligés de faire des choix éthiques. Ainsi, le meurtre commis sur les Juifs en Pologne avait des conséquences morales, matérielles et sociales dans la vie et dans l'expérience de toute la population chrétienne qui a survécu à la guerre. Existe-t-il en effet des critères en tant soit peu sensés selon lesquels on pourrait élaborer un système de pensée sur nous-mêmes dans lequel le sort de 3 millions d'habitants de la Pologne, le tiers de sa population urbaine, comme j'ai déjà dit, assassinée sur le sol polonais, aurait pu ne pas faire partie de l'histoire polonaise. Cela aurait voulu dire que Ludwig Hering, l'un des chroniqueurs les plus perspicaces de Varsovie en temps de guerre, n'avait pas écrit « Getto żyło Warszawą, Warszawa żyła gettem. Każdy wiedział o tym, każdy z tego korzystał. Warszawa żyła gettem jeszcze długo po jego śmierci, aż do własnego końca. Getto było sercem Warszawy. W ciągłym pulsowaniu przyjmowało i wydzielało. Le ghetto vivait par Varsovie. Varsovie vivait par le ghetto. Tout le monde le savait. Tout le monde profitait de cela. Longtemps après la mort du ghetto, Varsovie encore vivait par le ghetto, jusqu'à sa propre fin. Le ghetto était le cœur de Varsovie. En une pulsation continue, il accueillait et il donnait. Du point de vue d'un chercheur en histoire sociale, penser que la destruction des Juifs ne concerne que, et non pas nous tous, c'est-à-dire placer la Shoah en dehors de la société où elle a eu lieu et accomplir ainsi, si vous voulez, l'externalisation de la Shoah, révèle une interprétation très spéciale des phénomènes historiques. Un peu comme si les Français affirmaient que la Révolution française ne fut qu'un épisode de l'histoire de la noblesse, puisque les victimes de la terreur étaient, dans la grande majorité, des aristocrates. Je vous remercie pour votre attention.